Il y a autre chose dont nous parlent les neurosciences, qui est la flexibilité mentale, qui sera très importante pour pouvoir apprendre. Cette flexibilité mentale, elle est liée à la façon dont le cerveau connecte en fait les informations. Vous avez vu, les neurones, ils se connectent entre eux, ça donne un grand réseau. Et en fait, cette flexibilité mentale, elle se développe facilement lorsqu'on respecte la façon naturelle qu'a l'être humain d'apprendre, c'est-à-dire avec une arborescence. C'est ce que nous propose un outil comme le mind mapping, que vous connaissez certainement, qu'on appelle carte heuristique en français, et qui permet d'organiser l'information, voyez, avec des sous-catégories. Et voilà comment l'information, en fait, s'engramme, se range dans notre cerveau. Et ça nous permet, de ce fait, par exemple, si ici je vois dans ce rangement qu'il manque une étape, comme j'ai une arborescence, je peux en rajouter une ou en déplacer une autre, et il y a une flexibilité. Alors que quand on apprend de façon linéaire, il n'y a pas de flexibilité. Parce que de façon linéaire, si je déplace un mot ou un concept, je perds la globalité. Donc cette flexibilité mentale, elle se développe naturellement chez l'enfant si on le laisse apprendre à sa manière. C'est-à-dire redire ce qu'on vient de lui dire avec ses mots à lui, pouvoir expérimenter comme on lui a montré, mais aussi avec sa propre créativité, et ça va lui permettre de trouver des nouveaux chemins. Parfois, on voit des enfants apprendre des choses d'une manière qui n'est pas du tout typique, si je peux dire. Et cet atypisme correspond à cette flexibilité mentale. On n'apprend pas tous de la même manière, on n'engramme pas l'information de la même manière, parce qu'aussi on ne prend pas les mêmes informations. On entend tous la même chose, mais la façon dont on va filtrer tout cela dépend de notre personnalité, de notre éducation, de nos connaissances, etc. Et donc on ne va pas ranger l'information de la même manière. Et le dernier point pour que le cerveau soit vraiment opérationnel à l'apprentissage, il faut qu'il y ait des liens avec la mémoire du travail, c'est-à-dire qu'en répétant et en comprenant pourquoi je fais telle ou telle chose, à quoi ça sert. Par exemple, à quoi ça sert de balayer. Je ramasse, j'ai une petite pelle et un balai et je balaye. Si je veux retenir cela, ces gestes qu'il faut faire pour pouvoir balayer, il faut que j'ai compris à quoi ça sert et il faut que je puisse le refaire jusqu'à ce que ça passe en mode automatique, c'est-à-dire que je ne me demande plus comment il faut que je me mette pour tenir ma pelle, comment il faut que je tienne mon balai pour pouvoir mettre toute cette poussière ou ces miettes dans la pelle. Et ça va me permettre, ce lien avec la mémoire du travail, de refaire les choses, encore une fois, de plus en plus facilement et d'acquérir de la compétence. On sait que tous ces éléments que nous venons de voir, l'inhibition, les liens avec la mémoire du travail, la flexibilité mentale, ce sont les trois qualités que l'on va développer pour que la fonction exécutive du cerveau, c'est-à-dire celle qui nous permet d'exécuter dans les apprentissages, se mette en place. Et ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'elle se développe beaucoup grâce au sport, le mouvement, la musique et le contexte scolaire, la proposition que l'on va faire à l'enfant. Au-delà de l'environnement familial, qui lui n'est pas encore mesuré parce que c'est difficile de comparer ces environnements vu qu'ils sont liés à la culture, etc. Alors pour sentir l'effet de la musique sur cette fonction exécutive, nous accueillons Sandrine, qui est violoncelliste et qui va nous permettre de faire une pause d'assimilation dans notre cerveau en musique, tranquillement. Et je vais vous jouer donc un morceau que les enfants peuvent apprendre à jouer dès 3 ans. C'est Twinkle, Twinkle, Little Star.
Alors, quels sont les effets de la musique sur le cerveau, Sandrine? Eh bien, ça permet justement de connecter le corps avec ses émotions et ses pensées. Ça réunifie Mm. le tout. Est-ce Je que le vous vois l'avez tous les senti? jours. En écoutant ces notes, ça a évoqué pour vous des images, des émotions, ça apaise le système nerveux central, ça permet de faire une pause d'intégration, d'assimilation dont a besoin notre cerveau, ça nous nourrit. Mhm. Mhm. Et maintenant, nous sommes disponibles pour faire d'autres connexions dans notre cerveau. C'était la pause Et je le vois d'intégration. dans tous les jours, dans l'enseignement de l'enfant, soit il est agité mentalement, il a Oui. besoin justement de se canaliser, soit c'est son corps qui est trop agité, il n'arrive pas À à poser détacher ses doigts et à poser ses doigts comme il devrait le faire. Et puis il y a des émotions, des fois ils sont tellement en colère, ou ils ne veulent pas jouer, ou ils sont tristes. Donc la musique, ça permet de fluidifier tout ça et de travailler ces 3 dimensions. Donc vive Suzuki, et j'espère que beaucoup d'enfants en France, c'est déjà bien développé dans le monde, mais en France on a encore beaucoup de développement à faire. Alors la méthode Suzuki, c'est une méthode d'apprentissage très naturelle et qui est très proche de la méthode Montessori dans ses concepts. Oui, justement, je voyais la qualité de l'environnement, ça c'est Mhm. très important. Il y a aussi la répétition, c'est vraiment apprendre à jouer d'un instrument comme on parle la langue, comme on apprend à parler sa langue maternelle. Donc c'est à force d'entendre maman ou son prénom qu'on arrive à faire m, et après ma, et ben c'est pareil avec la musique, ça a fait un ré, après un ré, après un ré, et voilà, donc c'est vraiment la répétition et surtout aussi la persévérance. Et ça, c'est vraiment un triangle entre le parent, l'enfant et le professeur pour qu'il y ait un relais à la maison et qu'il y ait une répétition quotidienne de ces gestes, de cette mémorisation des notes et puis l'envie de réussir. Donc ça apporte à l'enfant beaucoup de confiance et de bonheur. Mais c'est difficile, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Voilà. Être maman Suzuki ou enfant Suzuki, c'est du travail, mais c'est comme ça qu'on réussit à avoir confiance en soi, avoir l'estime de soi. Donc ça reprend vraiment Maria Montessori. Oui, tout à fait. C'est à peu près dans le même temps qu'il a été développé cette pédagogie. Méthode. Oui. Merci. Merci à vous. Alors quelque chose que nous a apporté Maria Montessori qui regroupe vraiment plein de courants du développement de l'enfant, ce sont les plans du développement. Elle a observé comment l'enfant se développait, quelles étaient ses étapes, donc ce fameux continuum, et elle nous propose quelque chose de très intéressant. Elle nous dit de 0 à 6 ans, l'enfant absorbe le monde. Vous l'avez compris, il absorbe, il crée de la connectique. C'est l'âge de la conscience du moi, avec des besoins spécifiques qui arrivent. Et si on regarde ces besoins, on se rend compte que ce qu'elle a fait, c'est mettre au service des besoins de l'enfant la pédagogie. C'est en cela qu'elle permet l'épanouissement de l'enfant. Besoin de protection, de repères, d'ordre, besoin que l'on respecte les périodes sensibles et qu'on le nourrisse au moment de ces périodes sensibles pour qu'il puisse les vivre. Besoin de mouvement. Oui, il faut qu'il puisse bouger, il faut qu'il puisse se mouvoir dans l'espace. Besoin d'avoir des images qui sont qualitatives parce qu'il va les absorber. Besoin de faire des expériences sensorielles qu'il va faire avec le matériel sensoriel, avec le matériel de vie pratique. Besoin de développer le langage. Donc il faut pouvoir lui proposer du langage, lui proposer des cartes, lui proposer des variétés, lui proposer des situations qui vont l'amener à engrammer du nouveau vocabulaire et à pouvoir le réutiliser. Besoin de découvrir l'environnement. Maria Montessori insiste beaucoup sur la vie pratique. La vie pratique, c'est finalement ce que l'on voit faire à la maison. Aussi mettre la table, balayer, nettoyer, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi savoir boutonner, savoir lasser. Il y a plein de choses dans la vie pratique. Mais ça permet de découvrir l'environnement et de devenir compétent sur cet environnement. C'est difficile, par exemple, pour un petit d'ouvrir une fermeture éclair. La fermeture éclair du pantalon. Pour aller aux toilettes, par exemple. Eh bien, grâce à ce matériel, l'enfant va pouvoir s'exercer, se sentir compétent et se sentir plus sûr de lui par rapport à l'acquisition de la propreté, par exemple. Et là, on regroupe de nouveau la pédagogie, le développement, etc.
Donc, dans cette période, l'enfant, il est dans qu'est-ce que c'est, comment on fait, comment ça marche, aide-moi à découvrir, aide-moi à me découvrir moi aussi. Et puis, il va développer des capacités d'autodiscipline, des capacités de socialisation aussi, être à côté de l'autre sans discuter, sans le mordre, sans l'agresser, etc. Ensuite, de 6 à 12 ans, il va découvrir le monde, c'est ce qu'elle appelle l'âge moral. Donc là, il y a un petit triangle où il y a le besoin de vivre en groupe. Et dans les ambiances Montessori pour les plus grands, on fait plus de présentations collectives à plusieurs enfants en même temps, du matériel. Maria Montessori s'est rendu compte que le tout petit, donc le petit de 18 mois, où il peut rentrer déjà en structure Montessori jusqu'à 6 ans, a besoin plutôt de travailler individuellement pour affirmer son individualité, tout en tenant compte bien sûr des autres, mais que par contre sur le plan suivant, quand il sera entre 6 à 12 ans, il a besoin de vivre le groupe. D'ailleurs, on commence les sports collectifs dans cette tranche d'âge. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de 4 ans d'avoir une finalité collective au foot, par exemple. Il joue perso. Il commencera à jouer en équipe et à se dire « Tiens, là, il y a un copain qui est placé, je vais lui passer la balle » que vers 8-9 ans. C'est le développement de la conscience sociale qui va lui permettre de faire ça. Le sens de la justice, la capacité à se représenter ce qui est absent, la capacité d'abstraction. Voilà, on voit qu'il évolue, on est dans le pourquoi, le comment, plus élaboré, plus mentalisé, avec un cortex préfrontal qui se développe. Et puis de 12 à 18 ans, il a son âge social, où on est dans les grands changements de l'adolescence, avec la grande question: qui suis-je, où vais-je, avec qui, pourquoi, quand, comment, qu'est-ce que je veux devenir, quelles identités est-ce que je veux endosser. Voilà, le besoin de trouver ma place, le besoin de liberté tout en me sentant encadrée, de me sentir autonome, capable. Donc, ce que nous dit Maria Montessori, c'est que dans tous ces plans de développement, dans tous ces âges, il s'agit pour les éducateurs de trouver le moyen d'accompagner l'enfant. Il ne s'agit pas d'anticiper les plans, il ne s'agit pas d'anticiper les besoins, il s'agit d'y répondre en les respectant et en n'essayant pas d'unifier l'ensemble. Chaque enfant est unique, chaque enfant, vous l'avez vu, va exprimer le continuum génétique différemment, à son rythme, et donc on tient compte de cela. Et le dernier plan, 18 à 24 ans, c'est l'âge de la séparation, c'est-à-dire le moment où l'enfant va prendre son envol, sauf s'il fait tanguy, il va dépasser les 24 ans, on est d'accord. L'âge politique, l'âge où il s'engage dans les grandes causes et où il oriente sa vie par rapport au choix qu'il a fait précédemment. Il y a aussi quelque chose en neurosciences qui nous permet de comprendre tout ça et comment l'enfant va passer d'un plan à l'autre. On ne va pas dire que le jour de ses 6 ans, l'enfant quitte la petite enfance pour passer dans le plan suivant. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et vous le savez. Mais ce que constatent les chercheurs en neurosciences, c'est que l'enfant est irrésistiblement attiré par ce dont il a besoin pour se construire. C'est-à-dire que de toute façon, comme s'il était tout à fait conscient de ces marches à monter, de ce continuum génétique, il va aller vers l'étape suivante, à son rythme. Intérieurement, inconsciemment, il connaît l'étape suivante, même s'il n'est pas capable de la nommer. Donc, dans une ambiance Montessori, on sait que cela va advenir et on va lui proposer le matériel, les activités, la progression pédagogique qui va permettre de répondre à ses besoins et de l'accompagner. D'où une pédagogie d'épanouissement. Si on répond à vos besoins au bon moment, avec la juste attitude et le bon matériel, vous ne pouvez être qu'épanoui. Si nos entreprises nous proposaient de travailler ainsi, nous n'aurions que des adultes épanouis et nous n'aurions plus personne, nous thérapeutes, en consultation. Voilà. Et l'industrie pharmaceutique s'écroulerait parce qu'on ne vendrait plus des antidépresseurs, des anxiolytiques, des médicaments pour dormir, etc. etc. Voilà. Ça, quelque chose que nous apportent les neurosciences et qui se recoupe encore complètement avec les plans du développement de Maria Montessori, c'est qu'on sait qu'à 12 ans, ces fameuses autoroutes dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent de connecter hémisphère droit et gauche, elles sont terminées. Donc, soit on a réussi à construire 8 autoroutes, et là, on a une connectique parfaite, et on peut apprendre plein de choses, et on gardera une curiosité, une insatiabilité intellectuelle, un intérêt pour tout au long de sa vie. Soit on n'a pas réussi à développer les 8 autoroutes, on n'en a que 2 ou 3,
Et donc là, on est plutôt sélectif. On aime quelques petites choses par-ci, par-là, mais on a du mal à garder cet intérêt immense qu'a l'enfant pour l'apprentissage, cette capacité d'absorption qu'il a, ce goût d'apprendre. Donc, en lui permettant de créer ces autoroutes, on va lui permettre de garder ouvert tout son cerveau pour toute sa vie. Quand je dis ouvert, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'avoir créé ces chemins. Voilà. À partir de 12 ans, et ça c'est intéressant aussi, c'est que ces autoroutes sont construites et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'enfant peut répondre rapidement à une demande. Souvent quand on dit à un petit « Allez, prépare-toi, on va partir », qu'est-ce qu'il fait? Ça traîne. On va être en retard. La maîtresse, elle ne va pas être contente. Hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a plusieurs informations qui arrivent dans le cerveau. Les autoroutes ne sont pas encore complètement construites. Ça se perd dans le magma neuronal. L'enfant n'arrive pas à traiter ces 3 informations. Il faut que j'arrête, il faut qu'on y aille. On est en retard, la maîtresse ne va pas être contente. Vous voyez? Il ne peut pas faire tout ça. Donc finalement, il continue à jouer. Il a raison, il n'a pas pu traiter l'info. Voilà. Donc avant 12 ans, l'enfant ne répond pas de façon immédiate à la demande. Surtout si on lui pose une demande multifactorielle, comme je viens de le faire là, ce qu'on fait dans le quotidien tout le temps, sans s'en rendre compte, c'est automatique, parce que nous sommes les adultes dans une pensée logique qui peut enchaîner comme ça A, B, C, D, et les conséquences de A sur B, de B sur C. C'est la pensée logique. Mais l'enfant, il est en mode binaire. 0, 1, blanc, noir, j'aime, je déteste. Il ne peut donc pas traiter tout cela. Du coup, on se rend bien compte que le fait que Maria Montessori ait, dans le matériel qu'elle propose, isolé à chaque fois une qualité, et une qualité correspond à une présentation, donc elle ne présente pas plusieurs choses en même temps, ça permet de créer ces autoroutes neuronales tranquillement, sans être dans cette confusion de devoir assembler plein d'informations que je ne peux pas connecter parce que je n'ai pas encore le développement ni la maturité pour pouvoir le faire. À 14 ans, il va se passer quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, jusqu'à 14 ans, j'engramme, je fais de la connectique, je crée plein d'autoroutes, plein de circuits, non? Et à 14 ans, je fais l'élagage neuronal. L'élagage neuronal, ça veut dire que je suis dans l'adolescence et je vais commencer à enlever, à supprimer de mon cerveau tout ce qui ne me sert à rien. Souvent, à 14 ans, vous avez des enfants qui disent « Moi, la géo, j'arrête parce que ça ne m'intéresse pas. » Et je lâche la matière. Pourquoi je lâche la matière? Parce que je n'ai pas gardé d'appétence pour cette matière, je n'ai pas créé d'autoroute pour être à l'aise avec cette matière, je n'ai pas un sentiment de compétence dans cette matière, et donc je l'abandonne tout simplement, je fais mon élagage neuronal. Donc il est normal que les adolescents, même s'ils ont une appétence pour une matière, par exemple tout petit, pouvaient adorer la géographie, mais là, maintenant, j'élague. Je ne vois pas à quoi ça va me servir. D'ailleurs, souvent, les ados au collège vous disent « Mais ça sert à quoi ce que j'apprends ?» Cette question, si vous avez des ados à la maison, vous l'avez plusieurs fois, dans la semaine, par jour, etc. Voilà, donc on va élaguer. Et pourquoi on élague? On élague parce que nos hémisphères se sont spécialisés en fonction de l'environnement. Donc on a engrammé ce dont on avait besoin pour être à l'aise dans cet environnement. Et maintenant, j'élague tout ce qui ne me sert à rien dans cet environnement. Je fais de la place pour créer de la nouvelle connectique. Et cette nouvelle connectique, à quoi je vais l'utiliser? Par exemple, à apprendre un métier. Ou à commencer de la musique, si j'ai envie d'aller vers de la musique. C'est tellement dense chez l'enfant qu'il faut élaguer, il faut recréer de la place. Ceci se fait vers 14 ans, vers 14 ans. Ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'il n'y a qu'une façon de construire correctement ces autoroutes et d'arriver à 8 autoroutes dans le fameux corps calleux, c'est en étant dans le libre choix. C'est-à-dire en apprenant, non pas de façon imposée, maintenant c'est la dictée après le calcul mental, après la géographie, mais en pouvant choisir quand est-ce que je vais aller faire la géographie, quand est-ce que je vais faire les maths, quand est-ce que je vais faire l'écriture. Ça permet, ce libre choix, de faire des connexions adaptées à l'enfant et qui correspondent vraiment à ses besoins et d'avoir nos 8 autoroutes. Et pour pouvoir faire ces autoroutes, il faut le libre choix. Il faut aussi pouvoir se réguler émotionnellement, donc s'inhiber, être capable d'attendre, être capable aussi de persévérance et de patience, et avoir des interactions sociales. Et des interactions sociales, si possible,
avec des êtres différents. Différents, ça veut dire pas forcément du même âge que moi. L'interaction sociale avec un enfant plus petit ou plus grand, ça me permet de me positionner différemment. Vous voyez, quand vous avez un enfant de 5 ans avec un enfant de 2 ans, que fait l'enfant de 5 ans? Soit il fait le bébé, donc par mimétisme, d'accord? Et par empathie, il se remet avec. Et puis là, il va se mettre à 4 pattes, par exemple, et ils vont faire une course à 4 pattes. Voilà. Soit il se met en grand, et je vais te prendre par la main, je vais te montrer comment on fait, et je vais te montrer comment tu tires ta chaise et comment tu t'assois, etc. Et Maria Montessori a très vite compris que le fait de mélanger les âges dans la classe permettait justement d'avoir une meilleure régulation émotionnelle et d'avoir des interactions sociales beaucoup plus riches et de pouvoir aller à la fois dans le tutorat et dans la régression, qui sont des choses très très importantes à vivre pour l'enfant et pour sa construction. Elle propose aussi quelque chose qui a été identifié dans les neurosciences comme étant fondamental, ce sont des périodes de travail longues. Parce qu'on a vu que si on interrompt l'enfant, eh bien, il perd le fil de ce qu'il fait, il se sent en pression, en stress et il rentre dans le figement. D'où l'idée aussi que s'il veut continuer à travailler alors que les autres sont partis dans la cour de récré, eh bien, il peut continuer parce qu'il est dans sa dynamique à lui et il peut rester dans l'espace. Le fait d'avoir des longues périodes de travail, ça va aussi permettre de développer les capacités d'attention, de concentration, et ça également parce qu'il y a du calme, parce que tout est ordonné, organisé, ça permet, et parce que je peux observer des enfants d'âge différents. Parfois, les enfants, ils ne sont pas en train de travailler dans une classe Montessori, ils sont juste en train de regarder ou d'écouter ou de rien faire. Alors, on va me dire, mais aussi, on ne paye pas l'école pour qu'ils fassent rien quand même. Mais rien, c'est tout pour l'enfant. Parce que quand on dit « je fais rien », et que l'enfant est juste installé en train de regarder par la fenêtre les oiseaux qui passent, il est en train d'absorber l'oiseau, il est en train de voir qu'il y a du vent qui fait bouger les feuilles, il est en train de voir, tiens, qu'il y a une jolie fleur qui vient de pousser, c'est le printemps qui arrive. Et tout ça, il le connecte dans sa tête. Donc, ne rien faire, ça n'existe pas dans le fonctionnement du cerveau humain. Voilà. Si on regarde ce qu'on disait tout à l'heure, Maria Montessori a très bien compris qu'il fallait présenter qu'une seule chose à la fois et on fait un petit jeu pour illustrer cela. Vous avez ici des mots. Qu'est-ce qui attire votre regard? Empathie. Vous avez raison. Pourquoi est-ce que ça attire votre regard? C'est au centre. Et puis c'est jaune. C'est différent. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on focalise notre attention? Le fait qu'il y ait quelque chose de différent. Et c'est ce qui se passe dans les présentations de matériel. Il y a quelque chose qui est différent d'un matériel antérieur qu'on m'a présenté. On est dans une suite logique, donc voilà. Et là, je suis attirée par ce différent. Donc, je vais pouvoir me mobiliser au niveau de l'attention et de la concentration parce que c'est différent. On oriente l'attention. C'est ce qu'on appelle en neurosciences la cécité intentionnelle. La cécité intentionnelle, c'est que là, intentionnellement, on a mis l'empathie en jaune pour attirer votre attention là-dessus. Et du coup, cécité, c'est que je ne regarde pas ce qu'il y a autour, je ne suis pas attirée, je ne suis pas focalisée dessus. En pédagogie, on utilise beaucoup cette cécité intentionnelle pour donner les notions et qu'elles puissent s'engrammer une à une facilement. Et ça, elle l'avait très bien compris. Voilà, ça attire l'attention, ça encourage la compréhension. Tout d'un coup, on se dit, tiens, empathie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils ont mis ce mot-là? Qu'est-ce que ça me rappelle? Qui a parlé de l'empathie? D'où ça vient? Et là, on est dans l'arborescence du cerveau, où on va rechercher de l'info sur ce mot empathie. Mais pour qu'on s'y intéresse et qu'on active comme ça tous nos neurones, il faut bien qu'il y ait un différentiel sur ce mot. Sinon, il est noyé, on ne le voit pas, et il passe à la trappe. Voilà, le matériel Montessori, lui, correspond à tout ça, puisqu'il est adapté par l'esthétique qu'il est attirant, par le fait qu'il isole une qualité
il nous met sur ce focus et toujours différent du matériel précédent qui a été présenté. Ça va nous permettre d'avoir une motivation très accrue, surtout qu'on va demander à l'éducateur de détecter la période sensible. Qu'est-ce qui attire en ce moment l'enfant? Dans quel mouvement intérieur, dans quelle impulsion il se trouve? Et à partir de là, eh bien, lui proposer le matériel adapté. Donc il y a vraiment une adéquation entre l'observation et puis la réalisation à laquelle on arrive. Il y a aussi un point qu'elle a souligné, c'est qu'il vaut mieux orienter l'enfant vers ce qu'il a le droit de faire et non l'inverse. Parce que si on lui dit tout le temps « ne fais pas ci », dans sa connectique cérébrale, il enclenche. Sauf que dans la connectique cérébrale, la négation, le ne pas n'existe pas. Il ne sait pas traduire notre cerveau le ne pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Je connecte exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et après, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il continue à faire ce qu'il ne doit pas faire? C'est logique. Ce qu'a découvert aussi Maria Montessori, c'est que apprendre par essai et erreur était très important, et c'est pour ça qu'elle propose de faire de l'autocorrection. L'autocorrection, c'est très très important. Si je m'autocorrige tout de suite, j'ai fait une erreur, je vais pouvoir constater cette erreur. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste un constat neutre. Et tout de suite derrière, je vois comment je pourrais faire pour que ce ne soit pas une erreur. Ça évite de faire ce qu'on appelle de l'engrammage négatif, c'est-à-dire finalement, je mémorise quelque chose qui n'est pas juste. Et vous savez que c'est super difficile quand on mémorise quelque chose qui n'est pas juste. Si vous faites de la musique, par exemple, vous avez constaté, vous apprenez une chanson et il y a une note ou un mot sur lequel vous avez fait une erreur au premier apprentissage. Après, à chaque fois que vous rechantez la chanson, soit vous butez et vous refaites l'erreur, soit, si vous ne refaites pas l'erreur, vous avez au moins un doute. Et hop, du coup, vous êtes décalé sur le temps. Donc l'autocorrection va éviter des engrammages négatifs. On va pouvoir apprendre avec l'autocorrection à faire des connexions cérébrales qualitatives et positives. Et c'est également ce qu'elle propose.